Oh là là, c'est dur à gérer les décalages horaires quand même. C'est vraiment pas cool. Mais heureusement, j'ai le bagage de l'année. Un bagage qui contient un produit absolument dingue. C'est le but de ce grand déballage. Bonjour et bienvenue sur Média YouTube sonvideo.com. Salut Théo. Hello Pépé. Ça va? Bah oui, C'est incroyable de se retrouver ici. c'est forcément incroyable dans cet espace, dans notre showroom chez Hisense France. Alors justement, les gens ont vu la miniature de la vidéo et je suis content de pouvoir parler avec toi parce que la dernière fois que j'ai parlé avec toi de ce produit, c'était avec Damien, à un moment donné où le produit n'était pas encore là et tout. Et d'abord, tiens, justement, on va le balancer face aux gens. Alors quand même un truc absolument dingue, c'est que tu vas nous parler un petit peu de la gamme en général, on va parler de celui-ci parce que dans la série, on l'a pas vu arriver celui-là. On l'a pas vu arriver, on l'a bien teasé mine de rien, un petit peu quand même avec entre le CES et l'IFA, notamment sur même 2025. Mais effectivement, là, il est là, enfin en chair et en os, et il va arriver plus vite que prévu, même en France. J'avais eu septembre, des trucs comme ça, au moment où on en avait parlé. Alors, il se situe où dans la gamme de projets que vous avez actuellement? Alors, effectivement, Pépé, ici, donc on a mis en lumière tous les vidéoprojecteurs. Donc on a également le M2 Pro qui est vraiment l'entrée de gamme dans le côté vraiment laser, donc vidéoprojecteur longue focale en 4K. Et ensuite, quand on passe sur la série du dessus, donc c'est la gamme C2 qui est encore actuellement en gamme chez Hisense France. Et évidemment, on se doute bien qu'il y aura également une gamme C3 qui va arriver bientôt. À Berlin, peut-être, je sais pas. Ouais. À Berlin, on en reparlera. Alors le truc, c'est que quand on m'a montré ce produit pour la première fois, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Quand on m'a donné ces caractéristiques, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors je vais te dire un truc, je te le dis les yeux dans les yeux, Théo. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris de balancer un truc pareil? Quel était le challenge de base? Alors, le challenge principal, et notamment ce qu'on retrouve partout sur la vidéoprojection, c'est effectivement avoir un produit très lumineux dans un minimum de place. C'est toujours le souci, c'est qu'effectivement, on a des super beaux projecteurs qui vont être très très lumineux, mais quand on voit le gabarit, forcément, on n'a pas forcément la place. Et quand on a envie de se faire plaisir, même au cinéma chez soi, on n'a pas non plus envie d'investir dans quelque chose de grandissime. Il faut faire ensuite après une vraie installation, une intégration spécifique, ce genre de choses. Ici, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il est à la fois très très lumineux, puisqu'effectivement, on est sur un produit qui est 6000 lumens ANSI et 7500 lumens ISO. Donc effectivement, maintenant, on fait la conversion pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent et qui parle justement à plus de monde. Et le tout dans un gabarit, comme tu peux le voir, qui est plutôt très compact. On est quand même sur un produit qui est légèrement quand même bien plus grand qu'un C2 Ultra. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui s'intègre bien. On a son pied en plus qui vient en accessoire pour l'habiller et en faire vraiment un produit totalement lifestyle et design. Alors j'ai plein de questions, tu penses bien, j'en ai Bien plein. sûr. D'abord, le produit est là. On est d'accord qu'il est compact parce que ce n'est pas du LCD, c'est pas du SXRD, c'est donc du DLP DMD. Oui. Donc avec une matrice, quelle diagonale, tu sais à peu près? Alors on est toujours sur une matrice donc DLP DMD en 0,47. D'accord. La subtilité tout de même, c'est qu'on n'est pas sur du DMD classique puisqu'on est sur du SST. Donc là, en fait, pour le côté vraiment spécifique, on est plus sur les deux ressorts qu'on va avoir sur le micro-miroir pour justement jouer sur le contraste. On va vraiment avoir un seul ressort qui va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus d'amplitude, notamment sur les micro-miroirs, pour jouer justement sur son contraste, sur la fidélité. Et puis effectivement, après, le produit parle de lui-même par son design, parce qu'il y a plein d'autres choses qui expliquent ses spécificités et forcément ses bonus. Alors le tank qui est ici, parce que vraiment quelque part il est quand même armé celui-ci. Un petit peu. Mais ça faut le dire. On va le dire, le tank qui est ici. Alors le truc, imagine, oh là là c'est super, j'ai envie d'en prendre un pour l'essayer chez moi. Alors d'abord, comment il se positionne? Vous avez ce qu'on appelle un déplacement de l'optique, vertical, horizontal, comment c'est géré? C'est géré à la main, vous avez une télécommande pour le faire. D'abord le positionnement, le recul, il y a des zooms, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a plein de choses. Effectivement, si on peut commencer notamment sur la partie zoom optique, on a effectivement un zoom optique avec un ratio qui est de 0,84 jusqu'à 2,0, ce qui nous permet vraiment, en termes d'intégration, de pouvoir projeter même du 100 pouces à aller moins de 2 mètres, notamment de son mur, et forcément aussi monter jusqu'à 300 pouces en ayant à peu près un recul minimum de 5,6 mètres. Donc après, on peut monter effectivement jusqu'à 10 mètres pour continuer à avoir sa grande taille, mais c'est aussi l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on a un ratio de projection qui est assez dingue sur ce produit.
En termes de, comme tu peux voir, l'optique aussi est assez énorme, il faut le dire, ce qui est, comparé aux autres optiques qu'on peut voir, là on a vraiment une très très grosse optique. Le produit, j'en profite pour en parler, a été inspiré notamment des caméras Hasselblad, notamment la marque suédoise, pour justement retrouver ce côté rétro et avoir une très très grande optique, comme on peut retrouver justement sur ou ces certains appareils smartphones qui sortent avec Ouais. Hasselblad, qui ont des optiques gigantesques comme ça, Exactement. circulaires. Alors donc, Alors effectivement, donc, il peut se déplacer sur 2 axes, donc forcément le vertical et l'horizontal. Sur l'horizontal, on va justement être à 46 degrés, enfin 46%, et en vertical, on va être à 130%. c'est pratique hein, pour le placer devant un écran. Effectivement, c'est vraiment d'ailleurs la chose qui change comparé à la gamme C2, c'est qu'effectivement, quand on n'est pas sur un pied gimbal qui peut tourner à 360 degrés, en fait, le produit justement de lui-même justement peut s'ajuster parce qu'effectivement, il est sur pied, il peut tourner, mais il n'est pas capable lui-même de s'incliner. Ce qui est bien, c'est qu'on rappellera que le lens shift, l'avantage mécanique, c'est qu'il n'y a aucune déformation de géométrie au moment où on monte, on descend l'image, on la balance. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu bouges toute l'optique et c'est ce qu'il y a de mieux là-dessus. Donc alors, le produit, on va en parler un petit peu. Il s'installe facilement. Il est puissant. Moi, je l'ai vu fonctionner à Las Vegas avec une image qui fait déjà 4 mètres ou 5 mètres. C'était super impressionnant. Le truc était, quand même, la bestiole, ça crache de l'humaine et tout le tremblement. Alors, il est 4K avec wobulation, c'est-à-dire que la matrice n'est pas 4K, mais il accepte le 4K. Si je suis gamer, ça fonctionne comment? Il va jusqu'où cet engin? Si on est gamer, on n'a pas, on va dire, le mode gaming ou DLP Turbo, comme on l'appelle chez Hisense, notamment sur les gammes C2 ou potentiellement également les gammes C3. Ici, on est vraiment sur un produit qui est vraiment destiné plus dans l'usage cinéma, donc on va rester sur des normes standards. Il y a un mode jeu, effectivement. On va rester sur on va être sur du 5 millisecondes, ce qui est déjà très très bien pour la vidéoprojection. En 4K, il fonctionne en 4K gaming. Oui. Alors, j'aimerais que tu me dises également, Théo, concernant, il est HDR10, il est Dolby Vision, HDR10+, ou pas? Comment ça fonctionne au niveau des HDR avec cette bestiole? Il a pratiquement tout ce qu'on peut retrouver également sur le marché, hormis Dolby Vision 2 qu'on va retrouver plus sur la gamme RGB notamment de chez Hisense. Mais donc sur les produits, on peut être Dolby Vision, HDR10+, IMAX, Filmmaker, ce genre de choses. On aura vraiment tout l'ensemble. Au niveau de la connectique, comment ça se passe? Alors je vois qu'il y a une connectique importante sur le RX10. Tu es en connectique 2.1, tu as combien de HDMI pour que les gens sachent un peu parce qu'ils peuvent brancher dessus? Même si je sais que les gens utilisent souvent, soit ils envoient avec un boîtier ou un truc comme ça, c'est un truc unique, ils n'ont pas 46 000 trucs connectés. Exactement, en termes de connectique, on va forcément être plus performant, on va être plus bivalent, enfin polyvalent sur le produit puisqu'on va rajouter aussi un port HDMI. On était auparavant sur 2 ports HDMI 2.1 sur le C2 Ultra, on passe à 3. Donc 2 ports HDMI 2.1 et un HDMI forcément du coup en 2.0. Donc ça nous fait 3 ports HDMI, 2 ports USB 3. Après derrière vous avez également une prise jack pour connecter également si vous souhaitez un casque ou même un dongle. Et puis derrière je pense avoir fait le tour. Moi, je n'ai pas fait le tour de tout parce que du coup, on n'a pas vu certaines choses qui vont intéresser les gens qui nous regardent. La luminosité, la couverture de l'espace colorimétrique, est-ce que tu as des données à nous fournir là-dessus? Combien ça crache? On en avait parlé tout à l'heure, je crois qu'ils montraient très loin. Mais au niveau de la colorimétrie, vous vous attaquez comment? Alors, au niveau de la colorimétrie, on est toujours sur un référentiel du BT2020. Donc c'est toujours ce qu'on va avancer en termes d'arguments. Laser trichroma, donc qui dit laser trichroma dit une couverture du BT2020 très large. Donc là, on va être à 118%. Ça n'existe pas, tu sais que ça n'existe pas. Je sais bien, ça reste des chiffres et on aime bien forcément monter. Bah, tu m'étonnes. Par contre, ce qui est intéressant notamment, c'est le delta E, puisque là, on est à 0,6. D'accord. Donc là, pour le coup, on fait également un gap, parce qu'on était en 0,9 sur les anciens produits. Tu sais que ça se voit pas, c'est ce que tu dis. Ça se voit pas. C'est de 0 à 1, je sais, que de toute façon, c'est imperceptible pour l'humain. En dessous de 3, l'être humain n'arrive plus à voir. De toute façon, du moment que c'est en dessous de 3, les delta E, tu n'arrives plus. Alors, l'histoire du delta E, c'est la différence entre la couleur demandée et ce qui est perçu après ce qui est délivré par le produit. Du moment que c'est en dessous de 3, nous on est là, les couleurs sont bien. Voilà. Donc 0,6, 0,9, c'est bien d'y arriver. On est content pour vous et c'est bien pour les gens. Donc on a un produit performant qui est lumineux, qui couvre un large spectre colorimétrique, qui est Ultra HD 4K en entrée, avec en même temps spécificité plutôt cinéma que gaming à la base. Bref, moi je résume, c'est un gros bousin. C'est fait pour concurrencer, on va pas se mentir, on est tous les deux, c'est fait pour concurrencer les monstres qui sont comme ça, qui sont du LCD, du SXRD, des engins qui sont comme ça chez des marques connues. Effectivement, le gros challenge qu'on a avec ce type de produit-là, c'est, comme je le disais, la capacité effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit, qui puisse justement s'intégrer plus facilement et surtout qui en fait également un objet un peu plus lifestyle de décoration. Parce que mine de rien, l'esthétique a été retravaillée également avec De Vialet, parce que c'est un produit qui est certifié Opéra de Paris et qui vous permet, comme vous le voyez même par le design, comme le L9Q qui s'en rapproche, vous avez vraiment quelque chose d'un produit statutaire qu'on a envie de montrer dans son salon
et qui rappelle justement ce côté aussi ancien appareil photo. Alors justement, je vois ici, donc les haut-parleurs sont tunés par Devialet, Oui. avec une puissance qui doit être agréable, mais je pense que quand on a une image de 5 mètres, les gens ont un système autour de ça, Bien sûr. on va pas se mentir. Là ici, je vois des choses qui m'intriguent. Ouais. Ce sont les fenêtres pour une télécommande. Quelles sont les choses qui sont ici? Ou c'est pour gérer l'écran et faire un autofocus? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Est-ce que c'est l'autofocus qui était géré ici? Alors l'autofocus va également être capté par le capteur TOF qui est juste ici également, qui vous permet forcément d'adapter votre image pour faire la mise au point, mais qui va également détecter les obstacles, la présence de personnes devant le laser pour que le XR10 puisse justement arrêter l'image et va avoir quelque chose forcément de plus friendly pour tout le monde. Parce qu'effectivement, avoir quelqu'un qui passe devant, on sait que le laser, ça reste un faisceau lumineux, il faut faire attention. Et effectivement, le produit là-dessus, justement, est préventif sur cette fonctionnalité. Par contre, ce que tu vois ici, Pépé, effectivement, là, ici, on appelle ça du liquid cooling. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble du produit, on a pas mal de vitres. Notamment, on peut voir le produit, notamment au niveau du tri-laser, juste ici. On va avoir sur le devant donc, le liquid cooling. Le liquid cooling, qu'est-ce qui permet? On le voit sur vraiment les gros les vidéoprojecteurs en 4K natif. Effectivement, c'est gros, mais pourquoi? Parce que comme c'est très très lumineux, on a besoin de le refroidir en continu, d'avoir beaucoup de ventilateurs. Comme les tours PC. Exactement. Et ici, la solution justement pour pallier à ce problème-là, parce qu'effectivement, on ne va pas mettre des gros ventilateurs, c'est mettre du liquid cooling, justement, pour réguler la température justement du produit. C'est assez rare de trouver ça. Oui. Parce que le truc, là, encore une fois, c'est important de le dire dans cette vidéo, c'est pour ça que tu es là. On est en choc frontal en face de monstres. Bien sûr. Et je crois que c'est la première fois depuis que Hisense existe que vous lancez un produit qui part en choc frontal avec des monstres de marques qui sont assises depuis 20, 30, 40 ans dans la projection et qui ont des produits qui font cette taille-là. Ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes choses, mais là, c'est ça qui me titille depuis le début en parlant de ce produit, c'est que vous êtes allé sur un segment où malgré tout, on ne vous attendait pas. Non, parce qu'effectivement, on restait quand même dans le côté lifestyle, on reste sur vraiment de la vobulation de façon sur l'ensemble des produits. Et là, on vient vraiment jouer un coup, c'est se dire, on a un vidéoprojecteur qui est compact, très lumineux, donc pouvoir regarder son contenu même en journée, parce qu'effectivement, 6000 lumens ANSI, 7500 ISO, on y arrive. En semi-pénombre, ne commence pas, en semi-pénombre. Je dis bien, on y arrive. Je redors sur ma valise, regarde. Mais voilà, tout le but du challenge, et de toute façon on le voit bien, la technologie évolue énormément et on le voit depuis des années où en fait, je parle même pas pour moi, mais je parle pour l'ensemble du marché. On a maintenant des vidéoprojecteurs qui sont de plus en plus ingénieux, on va intégrer plein de fonctionnalités. Alors, on parle du lens shift, mais on n'a aussi pas parlé, mais il y a aussi forcément de l'iris qui est intégré de manière motorisée dans le produit. C'est optionnel, hein, les gens font ce qu'ils veulent avec. Bien sûr. Et effectivement, là, ce qui est aussi intéressant sur le produit, c'est qu'on a un contraste natif qui est à 6000 pour 1 et de manière dynamique, on peut monter à 60 000 pour 1. Ça reste des normes. Avec l'iris qui va travailler, sans pomper de préférence, on ne sait jamais ce qui se passe avec les iris. Et on a 7 niveaux justement d'iris, donc 7 vraiment… c'est cranté, c'est cranté à 7 niveaux. On peut le faire de manière automatique ou manuelle dans les menus et de manière automatique notamment via un capteur de luminosité ambiante sur le dessus du projecteur. Sur le toit du produit. Ouais. Théo, on va terminer, il faut parler un petit peu du prix. Et est-ce que dans le prix, tu as ce trépied ou est-ce qu'il est fourni après? Je veux dire, on peut l'acheter en accessoire? Alors évidemment, ce pied-là, forcément, a été conçu pour le produit. Donc il pourrait être adapté notamment sur nos futures gammes C3, mais il est vraiment adapté pour le XR10. C'est un accessoire justement qui viendra notamment avec son lancement en… Je sais pas, je tape là, je parlais d'accessoires. Oui. Tu as la Malle des Indes qui est ici, tu vois, également. Fallait oser faire quand même. Fallait oser faire ça. Effectivement. Donc ça, c'est donc la valise qui vient directement avec le packaging du produit. Donc quand vous recevez votre XR10, vous avez la valise qui vient avec. Donc vous avez le compartiment effectivement pour le vidéoprojecteur, pour la télécommande, pour le bloc d'alimentation. Et puis derrière, la petite chiffonnette également quand même pour nettoyer l'optique. Mais ce qui est bien, c'est que vu la taille de la valise, même si tu ne mets pas le Projo dedans, tu peux t'en servir de haloche. Ah bah là, bien sûr. C'est génial, je peux presque rentrer dedans. Alors les tarifs de la bestiole, tarifs conseillés, parce que les prix changent selon les magasins. Alors le produit arrivera donc mi-juillet, donc on a prévu un lancement notamment le 16 juillet au prix de 5 999. Non mais c'est rien, c'est le pollen.
C'est vrai, il y a c'est la beaucoup de saison, pollen. oui, bien sûr. C'est la saison du pollen. C'est la saison du. Ben, c'est le prix pile poil de. Voilà, vous rentrez dans la cour des grands concurrents et c'est bien de tenter sa chance au milieu de tout ça. Le trépied, tu as une idée du tarif de la petite Oui, bestiole? alors le trépied sera vendu aux alentours des 300 euros. Et la bestiole qui est ici, donc, est vendue avec. Exactement, ouais. Écoute, franchement, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec toi, Théo, parce que c'est inhabituel. On attendait de choses de la part de Hisense, mais personnellement, pas de ça. Oui. Je me suis dit, coup de lune, est-ce qu'on peut terminer en disant que c'est une sorte de méga délire d'ingénieurs? Ils ont voulu pousser au maximum ce qu'ils savent faire et se dire, on va le faire. Je pense qu'honnêtement, on est allé sur ce type de produit-là, aller vraiment chercher les limites même de ce qu'est vraiment même le DLP laser, comme on peut l'appeler, parce que effectivement, sur une puce 0.47 en SST, on pourra, pour moi, enfin de ce que je sais, et de ce que j'en sais, on ne pourra pas aller plus haut en termes de lumens, puisqu'effectivement en termes de gabarit, après il faudra augmenter la taille. Mais sur ce type de gabarit-là, à une telle luminosité, on ne pourra pas aller chercher plus que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc c'est déjà une prouesse technologique effectivement d'avoir ce type de produit-là. Mais effectivement là, on vient un peu sortir des lignes. Ouais. Là, franchement, j'attends avec impatience les tests des journalistes de 100video.com et en même temps les tests de la presse française qui va dire oh là là, c'est incroyable ces choses-là. Bon, merci dans tous les cas Théo, c'était adorable de vous avoir parlé de ce produit qui continue à me surprendre par le design et parce que j'en ai vu déjà dans les salons où j'ai vu fonctionner avec des images de 5 mètres. C'était quand même déjà assez dingue. Bien sûr. Écoute, à bientôt pour peut-être des projecteurs encore plus balèzes, plus grands, des téléviseurs toujours plus grands. Vous n'arrêtez pas, hein? Non, et on ne s'arrêtera pas. Coûte de la thune par contre. Merci dans tous les cas aux équipes, à Luc, ainsi qu'à Nico, toutes les équipes de 100video.com pour ce grand déballage, absolument incroyable. Bon là, je te laisse la valoche parce que tu ne me l'offres pas et je repars avec mon petit sac à dos. J'aimerais Et bien. je vais soigner mon décalage horaire comme je peux, parce que c'est pas facile la vie quand on est décalé. Hein. Allez, ciao, ciao. Ciao bébé. Ciao.